Autre point d'amélioration, pour ceux qui parmi vous ont l'habitude de venir à l'Assemblée nationale, vous voyez un peu le débat que nous avons sur le budget. Le débat sur le budget a connu une évolution au cours de cette législature avec une réforme du règlement intérieur que nous avions initiée. Parce qu'auparavant, du temps de Abdou, quand la loi de finances venait, on avait l'étape de la commission pour avis, c'est-à-dire la commission permanente. Si c'est le budget du ministère de la Pêche, c'était la commission du développement. C'était la commission du développement avant. Maintenant, c'est la commission du développement rural. Ensuite, il y avait l'étape de la commission des finances, qui est la commission saisie au fond que j'ai l'honneur de présider. Et après, il y avait l'étape de la plénière. Mais on s'est rendu compte que le débat sur les trois commissions était très redondant. Le même débat se posait en commission pour avis, en commission pour des finances et en plénière. Et on mobilisait sur cette période tous les membres du gouvernement tous les jours. Nous nous sommes dit, première étape de la réforme, on supprime la commission pour avis et on instaure, et ça a été fait cette législature, ce qu'on appelle la commission des finances élargie. Cette commission des finances élargie que nous avons expérimentée depuis 2 ans permet au président de la commission des finances et au président de la commission technique concernée de coprésider la séance pour faire en sorte que sur la phase commission, le ministre des Finances et le ministre sectoriel ne viennent à l'Assemblée qu'une fois en dehors de la plénière. Ça a été un acquis extrêmement important, y compris en gain de temps. Parce que lorsqu'on était dans le dernier schéma avec les 3 étapes, le délai constitutionnel, c'est 60 jours. Il nous arrivait de ne même pas discuter du projet de budget de certains ministères parce qu'on devait démarrer la séance à 22 heures et on avait l'obligation d'arrêter nos travaux à minuit. Aujourd'hui que nous sommes dans ce schéma de commission élargie, on prend le temps de ne prendre que 2 ministères par jour avec des débats approfondis, un le matin et un l'après-midi. Et je pense qu'en termes de qualité de débat et de profondeur de débat, cela s'est beaucoup fait ressentir et c'est cette législature qui a apporté cette innovation majeure. Mais cette innovation majeure, il faut qu'on poursuive la réflexion. Est-ce que si on fait passer le ministre des Finances et le ministre sectoriel, je vois pas Mao, je dis ministre du Tourisme, en commission élargie, et qu'on débatte avec le ministre en commission élargie, quelle est l'opportunité de reprendre le même débat en plénière? Sauf qu'en plénière, il y a la présence de la presse. C'est ça la seule différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas, et la réflexion, il faut la porter, à ouvrir les travaux des commissions élargies à la presse et de limiter les travaux en plénière à 3 séances exclusivement. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, au Niger, il n'y a pas ce qui se passe au Sénégal où tous les ministres reviennent avec toutes leurs équipes en séance plénière. Ils ne le font qu'en commission. Et en plénière, on discute sur 3 séances. Une première séance dédiée à l'examen des recettes du budget général de l'État. Parce que dans la pratique, ce que nous constatons, c'est que les recettes du budget général ne se font jamais l'objet d'un débat. Parce qu'on n'a pas de séance dédiée ni en commission, ni en plénière à ces questions-là. Discuter des recettes générales du budget de l'État, discuter de la dette publique, parce que c'est un élément structurant du budget de l'État, parce qu'il faut payer la dette, et avoir une deuxième séance sur les dépenses. Et enfin, une 3e séance sur l'équilibre général du budget et le vote de la loi de finances. Je pense que si on ouvre les débats, les discussions en commission à la presse, déjà l'information sur la nature du débat parlementaire va être relayée, ce qui nous exonérera de reprendre le même processus pour tous les ministères en mobilisant tout l'appareil d'État encore pour faire des débats qui se sont déjà tenus en plénière. Mais c'est des éléments de réflexion. Alors, la 3e fonction, c'est la fonction de contrôle. Sur la fonction de contrôle, nous avons plusieurs leviers à l'Assemblée nationale que nous avons utilisés. Abdou a bon droit à rappeler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec la disparition du poste de Premier ministre, mais qui revient, c'est heureux que ça revienne aussi, nous avions instauré un mécanisme de questions au gouvernement.
Ce mécanisme de questions au gouvernement avait à ses côtés des mécanismes de questions écrites, de questions orales, mais aussi nous avons les outils de mission d'information et de commission d'enquête. Sous cette législature, l'ensemble de ces leviers ont été utilisés. Et une commission d'enquête a été mise en place sur l'affaire des 94 milliards, tout le monde s'en souvient. Une mission d'information parlementaire mise en place par le bureau pour la première fois, et c'était inédit, a eu lieu sur la gestion du programme décennal de lutte contre les inondations. Mission d'information où on avait retrouvé des députés de l'opposition. Sur 15 députés, il y avait 5 qui étaient de l'opposition et des non-inscrits et 10 de la majorité. Et ces députés ont fait un travail de fond en termes de revue documentaire, en termes d'audition. 7 ministres ont été auditionnés sur la gestion des inondations. 4 directeurs généraux ont été auditionnés. 6 directeurs ont été auditionnés. Et la mission a été éclatée en 5 groupes qui ont sillonné tout le territoire national. Pas une seule région n'a été saucée. Et le rapport qui faisait environ 300 et quelques pages, c'est la première fois d'ailleurs qu'à l'Assemblée, on a produit un rapport aussi documenté avec des éléments factuels. Ce rapport a fait l'objet d'une restitution en séance plénière en présence des membres du gouvernement concernés. C'était une démarche inédite à l'Assemblée nationale qui a permis aux députés de mesurer l'ampleur des efforts qui ont été faits pour permettre à notre pays de lutter efficacement contre ces phénomènes climatiques que sont les inondations. Sur les lois et sur, Abdoul a dit tout à l'heure, un élément important, c'est que l'Assemblée nationale, dans sa mission législative, a travaillé dans un esprit de collaboration harmonieuse avec le gouvernement. Quand il s'est agi de la Covid, l'ensemble des mesures qui devaient être prises sous forme législative. Nous avons adopté, par la loi, nous avons habilité le président de la République à prendre ces mesures sous forme d'ordonnance parce qu'il y avait urgence. Et une fois ces mesures mises en œuvre, le gouvernement est revenu et ces ordonnances ont fait l'objet d'une ratification pour les incorporer dans le dispositif juridique. Je termine sur les lois importantes. La dernière loi de finances rectificative qui a été adoptée nous a permis de comprendre comment le gouvernement du Sénégal a travaillé sur 3 leviers pour faire face au coût de la vie lié à la fois à la relance économique post-Covid et à la guerre en Ukraine. Sur les 3 leviers, la loi de finances rectificative a permis au gouvernement, 1, d'augmenter les salaires dans la fonction publique. De manière inédite, les augmentations de salaires qui ont été octroyées cette année pour le monde enseignant, pour le secteur de la santé, pour les forces de défense et de sécurité, alliées à l'augmentation du point indiciaire de 5 points pour tous les agents de la fonction publique, c'est la première fois que le gouvernement fait autant d'efforts budgétaires pour accompagner les agents de la fonction publique. Ça, c'est augmenter les salaires. Mais dans le même temps, dans la loi de finances rectificative, nous avons augmenté les crédits alloués aux bourses de sécurité familiale pour permettre au gouvernement, pour les ménages qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas d'agent de fonction publique, mais qui sont des Sénégalais, c'est ça le transfert des 43 milliards que le gouvernement a apporté aux ménages vulnérables pour faire face à l'augmentation des prix sur le marché international. Mais la loi de finances rectificative ne s'est pas limitée à ça, parce que pour faire face également à ces risques d'augmentation, à ces augmentations constatées au niveau mondial, la loi de finances a permis la défiscalisation dans un certain nombre de secteurs. Défiscalisation, si on prend le cas du pain, je ne sais pas s'il y a des Fayennes ou des Ngomènes ici, mais s'il n'y avait pas cette défiscalisation, le prix du blé étant en train de monter sur le marché mondial, le gouvernement a dit, on supprime les taxes qui étaient sur le blé et sur le pain, on enlève toutes les taxes, vous savez, et on l'a fait sur d'autres produits. In fine, c'était 45 milliards d'efforts budgétaires que l'État a consenti pour améliorer, pour atténuer le choc lié à l'augmentation des prix sur le marché international. Mais ça, pour le faire, il a fallu passer par une loi de finances. Et donc, il a fallu que les députés, et particulièrement les députés de la majorité, parce que ceux qui nous permettent aujourd'hui de prendre des lois sur le coût de la vie,
lorsqu'il s'est agi de voter ces lois, n'étaient pas à l'Assemblée nationale. Ça pose aussi le problème de l'absentéisme des députés. Vous le voyez, il y a des députés qui ne sont à l'Assemblée nationale que lorsque nous avons une loi à portée constitutionnelle ou lorsqu'on parle du code électoral. Mais lorsque nous parlons du budget de l'État, lorsque nous parlons de la loi criminalisant le viol, lorsque nous parlons des lois de société qui permettent aux Sénégalais de mieux vivre, ces députés-là, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui disent qu'il faut qu'on les ramène à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on ne peut pas tomber dans ce marché du dupe et on n'y étend pas. Alors, je vais terminer sur deux choses. Un, sur les points d'amélioration. Nous avons une nouvelle mission constitutionnelle, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et dans la réforme du règlement intérieur, nous avons introduit un mécanisme qui nous permet de prendre en charge cette mission constitutionnelle nouvelle, qui est une mission très complexe, à travers ce que nous avons proposé, la mise en place aux côtés des commissions d'un comité chargé de l'évaluation des politiques publiques, qui serait un comité qui regrouperait à la fois des députés de la majorité et de l'opposition, qui serait présidé par un vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui aurait en son sein l'ensemble des présidents de commission. Et ce travail d'évaluation des politiques publiques est un travail extrêmement important, parce que nous sommes dans un environnement budgétaire où la ressource se fait rare, où les préoccupations augmentent d'année en année, et il faut que nous recherchions l'efficience dans l'allocation des ressources et que nous soyons en phase avec ce nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques qui a cours au Sénégal, mais que nous partageons avec les pays membres de l'UEMOA. À travers les directives de l'UEMOA, le Sénégal a quitté le domaine du budget des moyens pour aller vers la gestion axée sur les résultats et le pilotage par la performance, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons changé totalement la manière d'appréhender le budget de l'État. Ce n'est plus des ministères qui viennent donner des moyens pour le fonctionnement, pour le personnel, pour des investissements. Les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, c'est de dire, je suis ministre, j'ai tel objectif, donnez-moi tant de moyens pour atteindre cet objectif et pour me contrôler, voilà les indicateurs qui montrent que nous avons atteint nos objectifs. Ça veut dire que dans le dialogue entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et la Cour des comptes, la manière d'appréhender l'efficacité de la ressource publique va changer. Et justement, à travers les différents rapports qui vont être établis, les députés pourront, sur la base d'indicateurs précis, apprécier si tel ministre a atteint les objectifs. Quand il reviendra pour demander des crédits, on lui dira qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez été donné l'année dernière. Bref, c'est des chantiers énormes, mais tous ces chantiers ne pourront être mis en œuvre que si nous renforcions les capacités techniques de l'Assemblée nationale. Le président Abdou Fall l'a dit tout à l'heure. Cette législature a innové ce que beaucoup de législatures ont tenté et n'avaient pas réussi. C'est la mise en place des assistants parlementaires. Aujourd'hui, nous en avons 16. Ces 16 assistants parlementaires sont tous des doctorants. Certains d'ailleurs viennent de soutenir leur thèse. Et leur procédure de recrutement a été une procédure totalement transparente. L'Assemblée nationale a laissé l'initiative de leur recrutement à l'université. C'est le laboratoire du professeur Pape Dembassi, avec un certain nombre de professeurs d'université qui ont eu à sélectionner, présélectionner les futurs assistants, à les auditionner et après à nous faire la shortlist. L'Assemblée nationale, in fine, en a choisi 16. Ces 16 que nous ne connaissions pas, c'est de jeunes Sénégalais qui sont des doctorants. Certains sont sur des questions d'aménagement du territoire, d'autres sont sur des questions de droit, d'autres sont des sociologues en organisation, d'autres sont spécialisés sur des questions de migration, etc. Et donc ces 16 assistants parlementaires, dont moi-même j'ai été le répondant puisque j'avais suivi tout le processus de leur recrutement, et leur formation sur la connaissance de l'Assemblée sont aujourd'hui opérationnels. Et leur input, on le mesure à la qualité des rapports que nous lisons à l'Assemblée nationale. Parce qu'au rythme où les rapports sont faits, notamment pendant la période budgétaire, s'il faut laisser tout le travail reposer sur les épaules des rapporteurs, on a eu souvent des problèmes. Aujourd'hui, l'Assemblée a dépassé ce stade-là. Ces assistants ont maintenant la main, ils font un excellent travail de reporting sur l'ensemble de nos travaux en commission et en plénière.
Mais j'estime qu'il y a encore un point d'amélioration. Et je termine par là. C'est qu'il nous faut à l'Assemblée mettre en place une cellule d'analyse et d'expertise. Une cellule d'analyse et d'expertise parce que toutes les politiques de développement sont des politiques complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, les seuls assistants suffisent? Je ne le crois pas. Nous avons un peu benchmarké dans la sous-région. Nous avons vu ce qui s'est passé dans certains pays. Et dans les pays de la sous-région, ces cellules d'analyse ont permis d'avoir 4 ou 5 experts. Un coordonnateur, 4 experts. Un expert en logistique parce qu'on se prononce beaucoup sur les questions de loi, de vote de la loi. Il faut connaître le domaine de la loi et le domaine du pouvoir réglementaire. Un expert sur les questions de finances publiques, parce qu'une grande partie de l'Assemblée nationale, une grande partie du travail de l'Assemblée nationale repose sur les prérogatives budgétaires. Un expert en macroéconomie, un expert en sociologie. Dans un premier temps, c'est des réflexions qui sont portées, mais qui doivent être poursuivies par la législature à venir. Enfin, je le dirais, nous avons vécu une législature où, sur toutes les initiatives, l'Assemblée nationale s'est voulue inclusive. Chaque fois que de besoin, y compris quand il s'est agi de réformer le règlement intérieur. Juliette est là, elle est témoin. Le président de l'Assemblée nationale m'avait demandé de coordonner le groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, il y avait les députés de la majorité, il y avait les députés de l'opposition, du groupe Liberté démocratique, et il y avait les non-inscrits. Et nous avons collégialement travaillé pendant 3 jours sur la proposition de loi portant modification du règlement intérieur. Et ce texte, après, a été voté à l'unanimité. Ça veut dire donc que cette recherche du dialogue interne à l'Assemblée nationale, mais toujours dans le respect de la configuration politique de l'Assemblée. Parce que l'ensemble des fonctions, l'ensemble des initiatives prises à l'Assemblée nationale doivent refléter la configuration politique de l'Assemblée. Autrement exprimé, c'est le niveau de représentation de chaque entité qui vous confère des droits au sein de la désignation dans les délégations. Voilà ce que je pourrais vous dire, en restant bien sûr disponible. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vois le temps passer et je...